Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, une rencontre au sommet à Kosiam. Plusieurs chefs coutumiers reçus par le chef de l'État, le Moro, le Kupendieli, Nabakiba, mais aussi l'émir du Liptako sont unanimes. Le pacte du vivre ensemble est non négociable, la cohésion nationale étant l'objectif premier. Que s'est-il donc passé à Nafuna le 12 janvier dernier? 3 personnes y ont perdu la vie, dont 2 officiers de police. Face à la presse ce matin à Banfoura, le procureur, près le tribunal de grande instance, y a fait la genèse d'un conflit foncier qui oppose 2 familles et le lien avec le drame survenu le week-end dernier. Au lendemain de l'acquittement de Laurent Gbagbo, devant la Cour pénale internationale, le procès de l'ancien président ivoirien n'est pas encore totalement clos. Les procureurs ont fait appel de ce jugement ce mercredi, alors qu'en Côte d'Ivoire, l'annonce de cet acquittement était saluée dans la joie. Bienvenue à tous. Nous ouvrons ce journal par une rencontre traditionnelle, certes, mais empreint de solennité. Les vœux du Nouvel An des têtes couronnées du Burkina au président du Faso sont les mêmes, la paix et la cohésion pour les pays des hommes intègres. Et c'est justement sur cette intégrité que tout devra se jouer, dira le représentant de la communauté religieuse catholique également reçu ce mercredi à Kosiam. Nous avons échangé sur la vie sociale du Burkina Faso, notamment dans le domaine de la recherche de la paix. Je crois que cela valait le déplacement et nous sommes satisfaits de cette rencontre avec le chef de l'État, auquel nous avons livré nos sentiments et reçu les siens. Nous avons parlé de la paix dans le pays sous toutes les formes, c'est-à-dire tous les horizons. Et nous prions bien sûr pour les blessés, pour que Dieu leur donne un prompt rétablissement. Mais surtout, nous comptons nous engager aux différents niveaux pour promouvoir encore un peu plus le dialogue interreligieux pour qu'il y ait plus de cohésion sociale. Et également, bien sûr, il faut que nous apprenions à vivre ensemble là pour éviter les différents dérapages, que le dérapage ait une note régionaliste ou une note ethnique ou une note religieuse. C'est toujours des dérapages à éviter coûte que coûte. Et là, je crois que c'est le rôle un peu des responsables religieux d'accompagner les populations à la base. Et aussi, c'est le rôle, bien sûr, de l'État de travailler à ce que plus de cohésion sociale garantisse le vivre ensemble, parce que ce que nous avons à faire, c'est de vivre ensemble et de construire ensemble ce pays. Voilà des propos recueillis pour nous par Koualen Nebié et Zali Sassanfo. 13 milliards de francs CFA débloqués pour prendre en charge plus de 5000 déplacés du fait des récentes attaques terroristes. Les membres du gouvernement ont aussi marqué leur accord pour l'indemnisation des corps paramilitaires ayant subi un préjudice dans l'exercice de leurs fonctions. Par ailleurs, le ministre de la Sécurité confirme l'enlèvement d'un Canadien dans un site de prospection aurifère. Explication avec Gérard Sommet et Vincent Kendrebego. Point de presse au sortir du Conseil des ministres au palais de Kosiam. La situation sécuritaire nationale reste le sujet principal avec des actes terroristes perpétrés ces 2 derniers jours, notamment l'enlèvement d'un Canadien sur un site de prospection aurifère à Tiambongu, enlèvement confirmé par le ministre de la Sécurité. Les actes terroristes, c'est aussi des tueries ces dernières 48 heures à Gassiliki, avec une vingtaine de victimes selon Clément Pengrewende Sawadogou, qui parle d'actes terroristes au lieu de violences intercommunautaires à la suite de Yirgou. La thèse défendue par le gouvernement, la position que nous avons défendue depuis le début de cette affaire de Yirgou, c'est de dire que les terroristes, dans leur dessein maléfique, cherchent à opposer les communautés. Donc, quand encore une fois ils reviennent pour dire qu'elles s'en prennent à telle communauté pour venger telle autre, eh bien, cela rentre dans le cadre de ce programme funeste qui vise non seulement à tuer les personnes gratuitement, mais aussi à opposer les communautés pour qu'elles se rentrent entre elles. Cette situation au centre-nord et dans le Sahel a occasionné plus de 12 300 déplacés en détresse. Et le département de la solidarité nationale annonce des mesures.
Le gouvernement a pris des dispositions et nous avons élaboré un plan de réponse humanitaire qui s'évalue à plus de 13 milliards de francs CFA sur les 6 prochains mois, qui va avoir, comme je vous ai dit, prise en charge holistique de la chose. Ça veut dire assainissement, eau, assainissement sanitaire, scolarisation, éclairage de tous les sites et apport en abri, apport en vivre et non-vivre pour ces populations. Les violences de Nafona dans la Comoé ne sont pas restées sous silence. Les fautifs vont répondre de cette affaire qui a occasionné 3 morts, dont 2 policiers intentionnellement assassinés, selon le ministre Sawadogo. Ce qui est sûr, il n'y avait aucune volonté de la police d'utiliser des armes contre la population. Tout va être mis en œuvre afin que justice soit rendue. Non seulement les auteurs de ces forfaits vont être punis, mais en plus, les personnes qui doivent faire l'objet d'interpellation le seront effectivement. Autre mesure salvatrice annoncée par le porte-parole du gouvernement, les personnels paramilitaires, mais aussi les autres agents de l'État bénéficient désormais d'une indemnisation quand ils subissent des préjudices suite à des actes terroristes. Il s'agit donc de prendre en compte les cas de décès, les cas de blessures ou également le fait de la destruction partielle ou totale de leurs biens personnels. Et puis, les personnels de l'éducation bénéficient d'une bonification exceptionnelle que leur concède le gouvernement dans le cadre de leurs revendications. Et à la veille de la tenue de ce Conseil des ministres, la chef du département en charge de la solidarité nationale était à Foubé. Le village, situé à une 50aine de kilomètres de la commune rurale de Barsalgo, accueille les réfugiés de Gassalaki, un village qui a subi des récentes attaques terroristes. Marie-Laurence Marchal-Ilboudo s'est dit porteuse d'un message du président du Faso. On en sait plus avec Césaire Carfo et Nathalie Sawadogo. La ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, aux côtés des réfugiés de Foubé. Ce village, situé à une 50aine de kilomètres de la commune rurale de Barsalgo, accueille 5500 déplacés venus des communes environnantes de Arbinda. Laurence Marchal leur apporte un message de réconfort et de soutien du gouvernement. Son Excellence le Président du Faso nous a dépêchés pour venir rassurer ces populations déplacées que nous serons à leur côté. Vous avez vu des femmes apeurées, des hommes apeurés, des enfants qui suivent, ils ne savent pas de quoi il ressort. Donc aujourd'hui, nous sommes venus avec notre équipe pour mettre le protocole de prise en charge en route. Parce que vous savez que nous avons un protocole que nous mettons en route dans ces cas précis. C'est le même protocole que vous avez vu à Barsalgo. Nous allons aujourd'hui faire des regroupements familiaux, donc nous allons donner des tentes par famille, nous allons leur donner des kits de survie et nous allons avoir encore une équipe de psychologues et une équipe d'agents sociaux qui vont accompagner toutes ces personnes déplacées à pouvoir retrouver leur esprit. Le ministre de la Sécurité travaille à pouvoir sécuriser ces différentes zones pour que nous puissions ramener les populations dans leur milieu d'origine. Selon les porte-paroles des réfugiés, ce soutien est la bienvenue. Mais ce qu'ils souhaitent le plus, c'est la paix et la sécurité pour regagner leur domicile. Nous avons compris, Madame le ministre, et nous sommes contents de sa visite. Nos souhaits, c'est de retourner chez nous dans la paix et la sécurité. Ils ont emporté nos bétails, brûlé nos maisons. On a des frères qui sont portés disparus. Nous sommes dans le désarroi total. Pour l'heure, les 5500 réfugiés sont logés dans 3 écoles. Et sur place, une équipe du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation s'active pour les reloger dans un site. Pour le conseiller municipal de la mairie de Barsalgo, d'autres réfugiés continuent de rejoindre le camp. En rappel, l'attaque de Gasseliki le 10 janvier dernier avait coûté la vie à une dizaine de personnes. Restez debout, c'est le message passé hier sur l'avenue Kwame Nkrumah dans des discours, mais surtout en chanson. Ce message sert surtout à donner une nouvelle vie à l'avenue qui a été durement touchée par les attaques terroristes. Une autre façon de commémorer le 3e anniversaire de la première attaque qui a touché le plein cœur de la capitale burkinabé, nous disent Oscar Soulama et Haruna Mari.
L'avenue Kwame Nkrumah doit retrouver son lustre d'antan. C'est le message d'espoir que les acteurs culturels burkinabés véhiculent à travers ce concert. Restons debout. Pour Nassoukou, on restera debout. Pour le Bataclan, ils sont restés debout. L'hirondelle qui s'en va en laissant derrière elle le va. Sur ce podium implanté sur l'avenue en face des lieux des attaques du 15 janvier 2016, politiques, artistes et autres anonymes invitent à ne pas céder à la barbarie. C'est vrai que des gens sont tombés, on leur rend un hommage par la même occasion, mais en même temps de dire que tout simplement le Burkinabé, partout où il se trouve, il doit refuser cette façon de voir les choses. Donc venez sur l'avenue Kwame Nkrumah célébrer la vie, Kwame Nkrumah de jour comme de nuit. Une mobilisation d'un soir bien appréciée ici au Taxi Brousse qui n'a pas été épargnée lors des attaques. Si ça pouvait se reprendre chaque année, parce que la voie est morte, peut-être que ça va inciter les gens à revenir. Nous, ça nous fait vraiment plaisir parce qu'il y a du monde ce soir-là. Ça fait au moins 2 ans que nous n'avons pas vu cela. Dans ce combat contre le terrorisme, ce groupe musical français a aussi répondu présent pour emboucher la même trompette contre les forces du mal. Les stylistes burkinabés ont aussi saisi l'occasion pour faire découvrir de nouvelles collections en hommage aux victimes. Plus vivante que jamais. Kwame Nkrumah. Le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Banfora face à la presse, c'était ce matin dans la cité du Paysan Noir avec comme ordre du jour le drame survenu à Nafona. Comment en est-on arrivé à la mise à mort des 2 policiers? Tout serait parti de celle accidentelle d'un habitant du village. Les 2 officiers de police étaient dans ce village le 12 janvier dernier dans le cadre d'un conflit foncier qui oppose 2 familles. Explication avec Karim Ilboudo et Moumouni Baro. Tout est parti d'un problème foncier à Nafona opposant les ayants droit de feu Daouda Coulibaly à Makoma Soma et autres héritiers de feu Kansai Soma. L'affaire est amenée devant le procureur. Le jugement numéro 16 du 22 juin 2018 reconnaît aux ayants droit de feu Daouda Coulibaly les droits de possession foncière sur les terrains litigieux d'environ 130 hectares et ordonne l'expulsion des ayants droit de feu Kansai Soma sur les 10 terrains. En rappel, bien avant cette décision, le juge de la mise en état avait, par ordonnance numéro 340 du 28 juin 2017, aux fins de mesures provisoires, fait défense aux parties en cause d'entreprendre toutes nouvelles activités agricoles sur une partie du terrain, autoriser les ayants droit de Coulibaly Daouda à exploiter l'autre partie du terrain non litigieux. Contre cette ordonnance, les héritiers de Soma Kanaï, avec l'appui d'autres personnes, s'étaient rendus sur la partie du terrain non litigieux et au domicile des ayants droit de Coulibaly Daouda, détruire leurs plans, saccager leurs concessions et autres biens et abattre les animaux domestiques. Une autre plainte est déposée par la famille Coulibaly pour destruction de biens. Après examen, une équipe de la police est envoyée à Nafona où elle rencontre une résistance. Face à ces agissements qualifiés de violence envers l'autorité publique, de rébellion, de destruction volontaire par incendie de biens immobiliers en sus du discrédit sur décision de justice, des instructions ont été à nouveau données à la police pour identification et interpellation de ces auteurs. Suivant ces instructions, une équipe de police composée de 12 éléments est partie de Banfora pour prêter main forte à la police de Soubagagné-Dougou dans la matinée du samedi 12 janvier 2019. Des explications et comptes rendus qui nous ont été fournis. Il ressort que les éléments de police ont été pris à partie par des habitants de Nafona qui ont exercé sur eux des violences physiques. 2 policiers tomberont entre leurs mains. Selon le procureur, une enquête est ouverte et une suite judiciaire sera donnée à ces événements. Et c'est la fin de la première phase d'instruction du dossier du putsch de septembre 2015. Au total, 74 accusés ont été entendus à la barre depuis l'ouverture du procès.
Le tribunal a décidé ce 16 janvier d'entendre à nouveau 5 accusés, tous des sous-officiers. Ces instructions complémentaires débutent lundi prochain. Draman Guéné et Zoubaviel David Abiri. Ils sont tous passés à la barre et toujours pas de lumière sur les événements du putsch de septembre 2015. Pour se forger une conviction, le tribunal propose une deuxième phase d'audition. 5 noms sont avancés, les sergents-chefs Roger Koussoubé, Zerbo Laoko Mohamed, le caporal Dassami, l'adjudant Jean-Florent Nyon et le major Éloi Badiel. Ces passages pourront apporter des détails à la compréhension du dossier. Il a certainement été défavorisé du simple fait d'être le premier à passer. Il est passé à un moment où les gens ne savaient même pas dans quel sens le procès allait. Les gens ne savaient pas comment ça allait se passer. Les gens attendaient avec une grande impatience ce procès. Les gens avaient beaucoup d'énergie. Les gens se sont déchargés sur lui. Et de ce simple fait-là, il a dû même perdre les pédales parce qu'effectivement, il a été traité de tous les noms. Et nous pensons qu'après le passage des uns et des autres, nous pouvons revenir très sereinement et expliquer certaines choses dans la plus grande simplicité, la plus grande clarté et dans la plus grande vérité. Les noms proposés pour cette deuxième phase d'audition ne sont pas fortuits selon les parties civiles. Maître Séraphin Sommet les présente comme le bras armé du putsch. S'il parle franchement, le cours du procès peut changer selon l'avocat. C'est des pièces maîtresses de cette affaire. Voilà, pour ce qui concerne le côté opérationnel de l'exécution du coup d'État. Après avoir écouté ce que le général Diendéré a dit, que ces personnes aient envie d'apporter des clarifications, d'apporter la lumière sur un certain nombre de choses, et même peut-être de nous donner des informations qui nous permettront d'être situés sur la participation des uns et des autres dans cette affaire et surtout le degré d'implication des uns et des autres. Et l'avocat de préciser que cette liste n'est pas exhaustive, le président ayant le pouvoir d'entendre d'autres accusés après les 5. Leur audition reprend le lundi 21 janvier 2019. Mais en attendant, Minata Gelware et le soldat Li Amadou bénéficient d'une liberté provisoire. Le sergent Badoum Lamoussa et Kinda Yakuba, eux, seront jugés dans une autre procédure. C'est aussi dans un tribunal que 79 ingénieurs en génie civil ont prêté serment ce matin. C'était au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Ils sont compétents dans les domaines de la construction des routes, des bâtiments, mais aussi des travaux publics. Et ces nouvelles compétences prennent la mesure du serment prêté ce matin. Paul David Bambara, Abdul Rasmane Zongo. Palais de justice de Ouagadougou et jour d'audience pour ces personnes. Elles ne sont pas des accusés appelés à la barre. Elles ne sont pas non plus citées pour cause d'ennuis judiciaires. Détrompez-vous, elles, ce sont de nouvelles compétences. 79 ingénieurs en génie civil, ici en audience de prestation de serment. Après l'appel, la vérification de la présence effective des intéressés par la présidente du tribunal de grande instance de Ouagadougou, suivie de la lecture des réquisitions par le procureur, le tribunal reçoit le serment des ingénieurs et les envoie à leurs fonctions respectives. Ces ingénieurs, en toute conscience, probité, tout en gardant le secret professionnel, doivent désormais travailler d'arrache-pied pour élever le niveau du secteur de la construction des routes, bâtiments et travaux publics, bref, pour rehausser l'image de la profession de génie civil, souvent écornée. Le non-respect de ce serment est passible à la fois de poursuites civiles et pénales. La Direction générale des impôts fait sa rentrée ce 16 janvier. La 4e du genre a dans le viseur 860 milliards de francs CFA mobilisés en 2019. Un défi qui sera relevé, foi du premier responsable de la direction. Et cela passe par des mesures d'élargissement de l'assiette fiscale. Au cours d'une conférence de presse donnée à l'issue de la cérémonie, les journalistes donc ont été édifiés sur ces mesures qui se veulent innovantes. On en sait plus avec Issa Kafando et Tanga Kafando. Seule activité inscrite au programme de la 4e rentrée fiscale, la rencontre avec les hommes des médias. Une conférence de presse au cours de laquelle le directeur général des impôts a présenté les performances de son service au cours de l'année 2018. À la fin de l'année 2018, nous avons enregistré un recouvrement de 737 milliards,
391 418 220, soit un taux de réalisation de 98,72% contre 93,43% réalisé en 2017. L'analyse comparée de ces niveaux de recouvrement indique un accroissement d'au moins 64 milliards par rapport à 2017. Et cette performance, la Direction générale des impôts la doit à la modernisation de l'administration fiscale, comme les e-syntax. Dans le cadre de la modernisation, la sécurisation et l'amélioration du recouvrement des impôts et taxes au Burkina Faso, la DGI a mis en production en 2018 son portail de téléprocédure fiscale, e-syntax, permettant aux contribuables de télédéclarer et télépayer leurs impôts sur Internet. 2019 se présente comme une année de défis, 859 milliards 50 millions à recouvrer, soit une hausse de 112 milliards 174 millions, une ambition à réaliser conformément à la loi des finances, et la Direction générale des impôts compte y arriver avec des mesures d'élargissement de l'assiette fiscale, de renforcement de la lutte contre la fraude et des mesures de rationalisation des dépenses publiques et de promotion du civisme fiscal. La mobilisation de fonds, il en faut aussi pour faire face au changement climatique et assurer la sécurité alimentaire. L'Institut supérieur des hautes études en développement durable, basé à Rabat au Maroc, a pour ce faire initié une journée canado-maroco-africaine sur la question. Des chercheurs burkinabés prennent part à ces assises qui regroupent plusieurs scientifiques venus du monde entier. L'enjeu de cette journée avec nos envoyés spéciaux Benito Urbain Sommet et Moumouni Soubeiga. Au sud comme au nord, les effets des changements climatiques sont palpables et ses conséquences désastreuses. La journée canado-maroco-africaine, qui regroupe des chercheurs issus des domaines de l'environnement, de l'énergie, de la gestion intégrée et du développement durable, se propose de trouver des solutions durables d'adaptation à cette nouvelle donne climatique. Surtout, on a développé des approches pédagogiques qui s'appliquent parfaitement et qui s'adaptent à la société africaine en général et qu'on veut partager ça avec le reste des pays. Si les chercheurs continuent de chercher et d'alerter sur les menaces liées au réchauffement planétaire, les politiques doivent également jouer leur partition. C'est le message que le ministre marocain en charge de la recherche scientifique est venu passer à cette journée. Une journée placée sous le thème changement climatique et sécurité alimentaire en Afrique. Les chercheurs burkinabés sont également invités à apporter leurs contributions dans la recherche des solutions d'adaptation aux effets des changements climatiques qui n'épargnent pas le pays des hommes intègres. Il y a une mauvaise répartition de cette pluviométrie et qu'il y a également un décalage des saisons. Vous constaterez que d'une année à l'autre, les dates de semis peuvent changer. Dès l'ouverture des travaux de la journée, tous les intervenants ont noté la nécessité de poursuivre les recherches et la formation de façon solidaire et mutuelle. Et c'est dans cette perspective que des conventions de partenariat ont été signées entre les instituts de recherche et de formation ICHED, Cabellus, Ouranos, Québec et des instituts marocains, ivoiriens, sénégalais et 3 du Burkina. Il s'agit de l'Institut des yeux de l'Université Ouagadougou et de l'École nationale des eaux et forêts. Ils exercent des métiers différents mais complémentaires. Les architectes et les travailleurs de l'usine de cimenterie du Faso sont réunis à la faveur de la Semaine nationale des architectes du Burkina. Il s'agit en fait d'une visite dans les usines de fabrication de ciment et de métal Made in Burkina effectuée par les professionnels de la construction. Allons à la suite de Césaire Carfo et de Zalissa Sanfo pour en savoir plus. L'Ordre des architectes, ici à la découverte du processus de fabrication de leurs matériaux de travail. Première étape de cette visite, la société de cimenterie Simfaso. Ici, les architectes appréhendent les mécanismes de transformation des matières premières en produits finis du ciment. Ils découvrent également aussi les mesures de protection des ouvriers et aussi de l'environnement. On a constaté quand même à travers notre visite qu'il y a beaucoup de précautions qui sont prises par cette société-là pour préserver l'environnement, préserver les ouvriers. Au niveau de la cimenterie, on a vu également comment le ciment est conditionné, comment les sacs se font. Et nous avons échangé avec le directeur, on a
quand même quelques questions par rapport à l'ensachage, par rapport à ce qui se fait sur le marché de façon courante. Et au sortir de ça, nous sommes très, très contents. Et nous allons bien sûr échanger avec Sim Faso sur le projet de monument de l'architecte que nous avons. Après l'usine de cimenterie, les visiteurs ont mis le cap sur l'usine de métallurgie. Ici, c'est de l'acier récupéré au Burkina Faso qui est en train d'être recyclé. Ça permet aussi à ces acteurs de savoir réellement ce qui se passe dans ces différentes usines et afin de pouvoir mieux apprécier. Cette visite de découverte s'inscrit dans le cadre de la Semaine de l'architecte. C'est un partenariat que nous parlons à présent. Il est renouvelé entre le gouvernement burkinabé et l'opérateur de téléphonie mobile Orange. Celui-ci, en plus de voir sa licence 2G et 3G renouvelée, peut désormais offrir la 4G+ à ses abonnés. En chiffres, on parle de près de 80 milliards de francs CFA. Suleiman Sanou et Abdul Rasmane Zongo pour le compte-rendu. Ces signatures apposées sous le regard de l'Auguste Assemblée, le public ici présent, et suivi évidemment d'échanges de notes, coûtent 80 milliards de francs CFA et correspondent au montant total d'acquisition d'une nouvelle licence, la 4G+, attribuée par le gouvernement burkinabé à l'opérateur de téléphonie mobile Orange. La licence coûte 80 milliards et le gouvernement a prévu qu'un acompte de 50% soit payé, qu'il y ait une deuxième tranche de 30% et une dernière tranche de 20%. Et ce qui change donc fondamentalement, c'est que c'est une nouvelle technologie sur l'Internet et qui a des demandes, des besoins sans cesse croissants. Et donc ce serait plus de débit, plus de vitesse pour les usagers, mais aussi beaucoup de capacités de connexion simultanée. Et par ce stade, c'est une nouvelle aventure qui commence pour les clients de Orange, les consommateurs de communication électronique, et ça va donner un coup d'accélérateur au processus de digitalisation de notre pays. Il y a beaucoup de plateformes intelligentes qui pourront être accessibles. Ça va donner un coup d'accélérateur au système e-éducation. Après la technologie 2G et 3G, bonjour maintenant à une autre technologie, la 4G+, acquise pour une durée de 15 ans et dont les différents utilisateurs, selon le premier responsable de l'opérateur de téléphonie mobile bénéficiaire, devront incessamment constater des innovations, en l'occurrence une amélioration optimale de la qualité du service d'Internet mobile. Au lendemain de l'acquittement de l'ex-président ivoirien, les procureurs de la CPI ont fait appel du jugement. C'est dire que ce procès ouvert en 2016 n'est pas encore clos, alors que l'annonce de cet acquittement a été accueillie favorablement par plusieurs Ivoiriens. Laurent Gbagbo et son ancien ministre Charles Blé Goudé étaient accusés de crimes contre l'humanité après la crise politique entre 2010 et 2011. Au lendemain de l'acquittement de Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale, le procès de l'ancien président Le procureur ne serait pas parvenu à étayer la thèse selon laquelle Laurent Gbagbo avait mené une politique ayant pour but d'attaquer les civils. Un manque de preuves également valable pour Charles Blé Goudé, l'autre accusé. Si des voix s'élèvent depuis mardi pour dénoncer ce nouveau raté de la justice internationale, les avocats de la défense s'en félicitent. La Cour pénale internationale, nous le pensons, a aujourd'hui contribué à bâtir sa légitimité. Si l'annonce de l'acquittement de Laurent Gbagbo a été saluée dans la joie en Côte d'Ivoire, sa libération n'est pas encore effective. Dans l'hypothèse d'un nouveau procès,
Les procureurs de la CPI ont demandé que l'ancien président ivoirien ne puisse pas retourner dans son pays. C'est un fauteuil roulant que lui est retourné dans son pays. Le président Ali Bongo a ouvert puis clos la cérémonie de prestation de serment du nouveau gouvernement gabonais conformément à la Constitution. La cérémonie s'est déroulée hier mardi à Libreville et une source proche de la présidence confie que le président Bongo a regagné Rabat ce mercredi pour y poursuivre sa convalescence. Le regard fixe, installé sur un fauteuil roulant, Ali Bongo, le président du Gabon, assiste à la prestation de serment des 38 ministres de son nouveau gouvernement. De retour à Libreville après 2 mois de convalescence au Maroc, l'homme fort du Gabon se remet petit à petit d'un AVC qui a laissé la présidence du pays vacante pendant plusieurs semaines. Ces images de la cérémonie, fournies par les médias officiels gabonais, ne laissent apparaître que très brièvement le chef de l'État. Une cérémonie qui n'a pas été diffusée en direct et où la presse n'a pas été conviée à assister, signe que la santé d'Ali Bongo est toujours un secret d'État. Et pour cause, il y a une semaine, 5 militaires avaient tenté d'organiser un putsch via la radio publique avant d'être neutralisés. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. La suite du programme sur la RTB, c'est avec Feu rouge, feu vert à partir de 21h. Le numéro porte ce soir sur l'incidence de la santé sur la sécurité routière. Très bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.